Vox Hebdo sur Vox TV, nous sommes de retour sur ce plateau pour le dernier virage de cette émission consacrée à la séance des questions orales au gouvernement avec débat à l'Assemblée nationale. Lors de la séance des questions orales avec débat au gouvernement, le ministre de l'Économie et des Finances a rassuré les députés que le programme national d'optimisation de la trésorerie, PNOT, permet de baisser la pression de la dette sur l'économie du pays. Le PNOT, qui est un programme de gestion proactive de la trésorerie, a pour objectif essentiel de reprofiler toute la dette des marchés de la République du Congo jusqu'à 10 ans afin de dégager des marges de trésorerie importantes, soit 1 226 milliards de francs CFA de trésorerie dégagée en 2025 et 2026. Ce qui permettrait de faire face aux urgences de l'État et aux investissements. L'encours global de la dette publique à fin septembre 2024 est de 8 151,9 milliards de francs CFA, repartis entre la dette extérieure, 3 275,5 milliards, soit 40%, et la dette intérieure, 4 876,4 milliards, soit 60%. Pour le Premier ministre, le service de la dette étant lourd, le gouvernement s'efforce à maintenir l'équilibre avec les ressources de l'État. Quand nous arrivons à la fin de chaque mois et que nous nous retrouvons avec un service de la dette plus élevé que les ressources que nous avons, près de 350 milliards de francs CFA, rien que pour toutes les dépenses, avec des pics parfois de 150-180 milliards de francs CFA pour la dette, face à des ressources mensuelles qui avoisinent 120 milliards, vous comprenez que nous ayons des difficultés. Pendant cette période, donc, on a vu s'accumuler les arriérés des salaires et des émoluments. Et vous le savez, l'accumulation des arriérés est aussi un mode de financement du déficit. Sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, le gouvernement travaille à mettre en place les mesures en vue de mobiliser les ressources nécessaires pour combler le gap de financement et relancer les activités économiques à travers les investissements publics. L'une des mesures phares pour soulager les tensions de trésorerie porte sur le reprofilage de la dette de marché. À cette séance de questions orales avec débat, il a été aussi soulevé la question de la gestion des ordures ménagères qui devrait se faire avec les collectivités locales. Alors, nous avons vu, après donc le Sénat, l'Assemblée nationale a pris le relais. Alors, Clotaire, quand vous regardez cette séance, quelle idée vous vous faites de notre représentation nationale avec le gouvernement? Pour dire les choses franchement, j'ai été quand même assez affligé d'entendre ce qui s'est dit dans cette sorte d'exercice entre soi où on se partage des rôles à jouer. Mais je retiens les deux éléments que vous avez fait passer au VTR, c'est-à-dire que la question de la crise et puis la question du ramassage des ordures. Et puis j'ajouterai juste un petit détail. Je crois savoir que nous avions eu dans ce pays un Premier ministre qui s'appelait Ange-Edouard Pungui et qui, un matin, a dit à l'Assemblée nationale populaire de l'époque que la crise que nous étions en train de traverser à cette époque-là relevait du fait justement de la baisse des prix du pétrole. Il avait même posé la question de savoir qui pouvait savoir si on allait subir cette baisse des prix du pétrole. Je me rends compte que 40 ans plus tard, on continue toujours à être dans dans ce trou-là où à chaque fois qu'il y a la conjoncture externe, comme on le dit si bien, comme ils l'ont si bien le définir à l'Assemblée, de le dire que c'est chaque fois, ces chocs externes, c'est dû justement à la chute du prix du pétrole.
À ce que je sache aussi, nous avions eu le défunt Premier ministre, le Premier ministre aujourd'hui décédé, Clément Mwamba, qui lui aussi avait dit dans certaines instances, dans justement l'Assemblée, que s'il pouvait posséder ne serait-ce que 2 cargaisons de pétrole, il payerait normalement les fonctionnaires et tout le reste qui s'en suit, les bourses, les budgets de transfert et tout cela. C'est déplorable, sur une quarantaine d'années, que nous puissions toujours être dépendants du pétrole. Tout le reste qui s'ensuit, sur lequel l'on va venir donner des explications, montre notre dépendance et notre incapacité à sortir de la logique de cette tragédie du pétrole. Tout ce que nous pouvons dire depuis bientôt 40 ans. Donc ça, je crois que le Premier ministre dit que nous allons sortir de là, je voudrais bien le croire, mais quand je vois que pendant 40 ans, nous n'avons pas pu sortir de là, je ne vois pas l'effort qu'il fera. Le deuxième niveau qu'il y a, c'est lorsque l'on nous fait savoir par les députés eux-mêmes que depuis bientôt 10 ans, que des textes ont été signés pour laisser, qu'il y a eu un dispositif juridique, un dispositif réglementaire qui a été mis en place pour laisser à ce que les villes donc, puissent gérer les questions de déchets et qu'on n'en a jamais laissé, ne serait-ce qu'un seul instant, à ce que ces cités puissent s'auto-gérer pour ce qui concerne justement les déchets ménagers. On en a vu là, avec tout ce que ça là, nous appelle comme problème. Je crois que le député Boville l'a dit, mais lui qui fait partie de la mairie, il a bien dit que ce n'est pas possible que nous puissions avoir une ville qui n'est pas capable de gérer ses déchets. Et aujourd'hui, on va de société privée à société privée sans que cela puisse nous donner quoi que ce soit de concret, parce que nous puissions avoir nos villes saines. Ça aussi, je crois que c'est un problème qu'il y a de l'incapacité à appliquer des textes que nous votons nous-mêmes et que nous prenons nous-mêmes. Ce sont toutes ces difficultés-là qu'il y a là. Maintenant, le troisième point pour moi que j'ai pu constater, c'est que j'ai entendu la députée, l'honorable Gayama, Aïssou, Madame Aïssou, évoquer la question de l'île Mbamou, dire la dangerosité qu'il y avait de transport par les pirogues motorisées. Et la réponse du ministre de dire que c'est une société qui viendrait des pays arabes, qui viendrait, pour ne pas citer le pays, je ne suis pas diplomate, et qui viendrait nous fabriquer des pirogues ici insubmersibles. Bon, je voudrais bien que cela soit, mais je me dis, mais nous sommes quand même dans un pays où il y a l'expertise. Nous avions dans ce pays un de nos compatriotes qui, à la demande du PNUD, sur une commande du PNUD, a fabriqué des pinasses ici, 7 qui ont été réceptionnés, et je ne comprends pas que des années plus tard, le ministre Tchibambelela, à l'époque ministre de la Pêche, vient nous dire qu'on fera mieux, on va fabriquer des bateaux nous-mêmes à Oyo. Ça ne s'est pas fait, et aujourd'hui on vient nous dire, alors qu'il y a une ressource humaine ici capable justement de faire ce genre de bateau, qu'on vient nous dire, ben non, on va faire venir de l'autre côté, alors qu'il y a une entreprise ici, il y a un ingénieur ici qui a fait travailler là-dessus, c'est monsieur Tchengue, avec la société Challenge Futura, ils en ont fabriqué. Pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas la ressource humaine pour fabriquer ce type d'engin et que nous puissions aller toujours prendre à l'extérieur? Qu'est-ce qui nous amène à ne pas croire en nous-mêmes? Et dès qu'on arrive à cette question-là, je me dis, mais si déjà nous ne croyons pas en nous-mêmes, pourquoi est-ce que moi je veux croire en ceux qui nous disent qu'ils vont nous faire sortir de cette crise? Ok, Evrad, quand vous avez regardé ou suivi cette séance, quelle idée vous vous êtes faite de notre Assemblée et de notre gouvernement? Oui, justement, moi également, je me suis interrogé sur les mêmes aspects. Hein, j'essaie un peu de voir jusqu'à quand on va continuer à vivre dans cette histoire de gestion de crise en crise, alors que le pays a suffisamment du potentiel économique, on va le dire comme ça, pour essayer un peu d'aller de l'avant. Déjà, M. Chrysostome, je me souviens, à une certaine époque, on parlait
de la diversification de l'économie. Et quand on parle de diversification de l'économie, on voit secteur par secteur, le secteur minier, le secteur forestier, le secteur agricole. Voilà, agricole, encore qu'il faut, voilà, la pêche, il faut encore mettre de côté le côté des ressources pétrolières. Mais jusqu'ici, justement, rien ne se fait. Donc, les autres secteurs sont délaissés, sont, comme on va dire, un peu abandonnés et on n'y met pas trop de la valeur pour essayer un peu de relever notre économie et on est toujours dépendant des autres pays et des autres nations du point de vue économique lorsque on ne vit pas nous-mêmes de ce que on produit. Alors là, c'est grave encore, c'est plus dangereux parce que, à mon entendement, on devait quand même consommer ce que l'on produit. C'est-à-dire que d'abord, de par l'agriculture, comme on l'a dit, de tout ce qui est donc produit de volailles ou d'élevage, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de projets qui ont été mis en place, mais malheureusement, tous ces projets, aujourd'hui, aucun projet ne tient le coup. Est-ce que c'est pas le pétrole qui rend finalement paresseux le Congolais? Parce que le pétrole, c'est une manne qui tombe, c'est comme de l'argent qui tombe, le Congolais ne fait pas d'efforts pour tirer ou utiliser ce pétrole. Le pétrole a toujours été une malédiction. Pour l'ensemble des pays. Il a toujours été une malédiction. Parce que ça rend paresseux. Parce que ça rend paresseux, justement. C'est là où j'allais en venir. Justement, le pétrole rend paresseux, comme on le dit. Et ce qui fait que nous-mêmes, on ne veut pas aller de l'avant, avoir cet esprit d'entrepreneuriat. Parce que l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui est en train de prendre de l'avance sur l'Afrique centrale. C'est le constat que vous pouvez faire. Hein. Et quand on parle même de la ZLECAf, la zone de libre-échange, mais ailleurs, c'est du concret en fait, mais chez nous en Afrique centrale, on est en train de tâtonner, d'y aller, d'y accéder parce que on se dit mais si on ouvre nos frontières, on sera envahi par des produits extérieurs et on ne pourrait pas peut-être vendre, offrir ou donner de ce que nous produisons aux autres. Est-ce que nous avons aussi une production? Parce que le grand problème c'est de savoir est-ce que nous avons une production à donner à d'autres, sinon si ce n'est pas que le pétrole. Est-ce que nous avons une production qui doit entrer dans d'autres pays qu'on peut offrir? Il y en a, mais on n'essaie pas de faire d'efforts, comme a dit M. Clotaire, de nous donner nous-mêmes de la valeur. Parce que déjà, ici, il y a de ceux qui fabriquent quand même certaines choses. Il a cité un cas que moi également j'apprécie, M. Tchengue par exemple. Mais pourquoi ne pas lui donner, l'accompagner en fait, lui donner de la valeur pour que ce qu'il fabrique soit vraiment du Made in Congo et valorisé à un point peut-être que tout le monde pourrait apprécier, ce qui ne se fait pas justement. Et donc je pense que le gouvernement devait encore y travailler davantage pour essayer de relever le niveau, pour surtout relever le défi de l'économie congolaise. Alors, Guy Blaise, comment avez-vous apprécié cette séance de questions orales au gouvernement avec débat à l'Assemblée nationale? Merci. Je crois que c'est de la routine. Hein. Aujourd'hui, ce qui a été évoqué, le contenu, ce sont les mêmes contenus, mais il doit y avoir changement parce que quand le peuple attend les résultats et que c'est de la littérature au niveau de l'Assemblée nationale, je pense que rien ne sera avancé. Parce qu'aujourd'hui, tous comment on appelle ça, la crise que nous subissons aujourd'hui, je crois que le ministre des Finances, on a évoqué là-bas sur le programme d'optimisation, mais est-ce que réellement, ce qu'ils disent, c'est réel? Parce que le grand problème, c'est ça. Nous ne refusons pas que c'est le gouvernement, c'est eux qui travaillent. Mais est-ce que ce qu'ils disent pour que le peuple écoute, pour rassurer le peuple, est-ce que cela est réel? Point d'interrogation. Est-ce que des démarches menées aujourd'hui, parce que beaucoup de gens poseront la question de savoir l'origine de la crise aujourd'hui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les ministres là, qui passent à l'Assemblée nationale nous donnent un contenu qu'il faut? Oui, le gouvernement pense que c'est la chute du prix du baril, la guerre russo-ukrainienne, c'est ce qui est à l'origine de ces... Non, enfin, parmi les causes. Non, mais on ne peut pas, il y a des choses que nous ne sommes pas vraiment techniciens, on est journalistes, on essaie un peu de faire l'observation sur ce que nous regardons. Nous savons qu'il y a eu des crises
quand on parle soit de la Russie et autres, c'est la crise qui a frappé la majorité des pays dans le monde. Et aujourd'hui, la crise que nous parlons aujourd'hui avec, si on peut le dire, la cessation de paiement que le pays atteint aujourd'hui, la banqueroute. Nous sommes en cessation de paiement partout. Est-ce que c'est des choses à évoquer aujourd'hui? Tout le monde le sait. Les collectivités locales de 28 mois sans salaire, tu vois, STPU, tout ça. Mais c'est ça la crise là. Est-ce que chez les autres connaissent cette crise? Point d'interrogation. Est-ce que c'est de la mauvaise gestion des pouvoirs publics? Là, je crois que on ne peut pas confirmer, mais nous disons que si c'est réellement c'est de la mauvaise gestion, mais il faut chercher à mettre entre les bouchées doubles pour avancer. C'est là de redéfinir le contenu des débats au niveau de l'Assemblée nationale et au Sénat. Pour que nous soyons programmés quelque part à bon élève. Aujourd'hui, ils ont changé, c'est maintenant budget programme. Mais est-ce qu'on a trouvé des solutions sur la gare? Est-ce que les choses ont eu à marcher? Il faut quelque part faire peut-être le tas de lieu de ce que vous avez engagé. Évaluer. Est-ce que ça a été évalué? Bon, une personne comme ça, non. Après, bon, il est encore élevé. Nous ne disons pas, c'est pas l'acharnement contre ces acteurs, l'acharnement contre ces ministres, non. C'est juste le souci que les choses puissent marcher. Le souci pour que chacun de nous puisse se retrouver là où il est. Parce que tout ce que nous regardons actuellement dans la gestion des choses publiques, tout ce qui se passe, ça n'honore personne. Au contraire, c'est la honte. On est patriote, nous voulons que les choses puissent marcher. Un acteur qui n'arrive plus à travailler dans un tel domaine, ils sont nombreux, il faut les remplacer et on est parti. Oui, est-ce que quand vous suivez ce débat, avez-vous l'impression que ce sont les propositions concrètes qui sont présentées ou c'est encore des intentions qui sont présentées par rapport aux problèmes qui se posent au Congo? Malheureusement, c'est ça la situation. Malheureusement, quand vous suivez le débat, vous vous rendez compte que tout un chacun arrive pour vous dire voici ce que nous allons être. Mais pas vous dire voici ce que nous allons faire. Voici ce qu'on a fait et voici ce que nous allons faire. C'est-à-dire que lorsque vous y arrivez, par exemple, vous dites nous avons discuté aujourd'hui avec, nous sommes arrivés jusqu'à telle revue avec le FMI, finalement nous avons trouvé des résultats. Avec les institutions de Bretton Woods, ce qui est une très bonne chose, mais vous êtes en même temps dans la peur quand on vous dit que voici ce que nous devons à l'extérieur et voici ce que nous faisons. Parce que vous vous rendez compte que du décalage qu'il y a entre la réalité qu'il y a là des chiffres, donc de ce que nous devons sortir pour le paiement de la dette, de notre taux d'endettement, de ce qui rentre réellement au niveau de l'État, et puis on vous dit un grand écart, et on vous dit bon, mais croyez-en que nous sommes en train de nous battre pour que nous puissions sortir de là. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de pousser nous dire voici ce que nous sommes en train de faire pour sortir de là. J'ai même entendu dire que bon, mais c'est des genres de choses que l'on ne dit pas publiquement, il faut toujours les cacher. Ben oui, les chiffres on les cache quand les chiffres sont catastrophiques. Parce que les acteurs politiques, dès qu'ils ont des chiffres qui sont de meilleure qualité, eh bien, ils les crient sur tous les toits. Oui. Mais déjà, en Chrysostome, quand vous regardez le quorum au niveau de l'Assemblée nationale, dans ces genres d'échanges, tu sens que ça ne va pas. C'est-à-dire, le quorum n'est plus atteint. Il y a des députés qui n'ont pas pu percevoir pendant 4 à 5 mois, 7 mois leurs émoluments, comment ils vont se déplacer pour arriver à l'Assemblée nationale. C'est un problème. Hier, ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, on est à 7 mois, un député qui n'a pas ses émoluments, qu'est-ce qu'il va faire? Si peut-être d'autres ont été déjà chassés de leur loyer, on ne sait pas. Bon, mais c'est regrettable pour les élus du peuple. Pour la représentation nationale. La représentation nationale. Oui, j'allais tout simplement aussi m'interroger, mais je pose la question à Guibès. Est-ce que changer carrément les acteurs, ça pourrait résoudre entièrement le problème? Parce que il y a là aussi, quelque part, on va te dire que non, question d'expérience qui joue. C'est pour ça peut-être que certains ministres sont là, parce qu'ils savent sur quel bouton appuyer. Et puis bon, voilà. Donc, il faut peut-être aller pas à pas. Bon,
comme a dit M. Clotaire, on garde tout de même l'espoir pour essayer un peu espérer, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment à une situation un peu améliorée. Ouais. Surtout dans le... Oui, mais je crois, c'est pas pour rétorquer, mais juste pour dire que quand on dit qu'il faut changer les acteurs, je crois que ce sont des gens qui ont de l'expérience de la gestion des affaires publiques. C'est pas enlever, sinon faire partir tout le monde. Non, il y a toujours ceux qui sont là, des expérimentés, qui connaissent, qui restent, pour attendre les nouveaux, pour leur donner la piste à suivre, pour leur donner des stratégies afin que les choses marchent. Donc je crois que aussi longtemps que ce gouvernement est là, si les résultats ne sont pas probants, nous avons un chef du gouvernement. Je crois que le Premier ministre, sénateur Kodé Makosso, en est conscient des failles que son gouvernement enregistre aujourd'hui. Donc, faire partir un tel ministre parce qu'il n'a plus de stratégie, parce qu'il n'arrive plus à proposer ce qui est concret pour les Congolais, je crois que pour lui, ça ne peut être que normal de proposer l'éviction. Nous laissons l'appréciation aux responsables d'en tirer les conséquences, parce que, comme Guy Blaise l'a dit, nous avons un chef de gouvernement, nous avons un président de la République aussi, qui est le chef de l'exécutif, et c'est lui qui voit bien comment fonctionne la République. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir tenu compagnie. Restez en compagnie des programmes de Vox TV. Au revoir et à dimanche prochain.